S'investir à fond dans le sport et les études, un pari gagnant pour une carrière aux perspectives nombreuses et inattendues. C'est ce dont discutera notre duo de diplômés universitaires au parcours inspirant. Bienvenue à Au-delà du diplôme. Une présentation du Bureau des diplômés de l'Université du Québec à Trois-Rivières, le tout rendu possible grâce à notre partenaire TD Assurance. Michael Bournival est kinésiologue et ex-hockeyeur. Diplômé au baccalauréat en kinésiologie de l'UQTR, il a décroché la médaille d'argent de la gouverneure générale du Canada pour la qualité exceptionnelle de son dossier académique en 2022. Sa brillante carrière de hockeyeur l'a amené à jouer dans la Ligue nationale avec les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay. Tout en étudiant actuellement à la maîtrise en sciences de l'activité physique, il fait partie de l'équipe du laboratoire de recherche sur le hockey de l'UQTR. Danny Dubé est un conférencier, chroniqueur sportif et animateur de radio bien connu au Québec. Diplômé au baccalauréat d'enseignement en activité physique de l'UQTR, il analyse et commente les parties des Canadiens de Montréal sur les plus grandes chaînes de radio et de télévision depuis plusieurs années. En 2009, il a remporté un prix Pythagore de l'UQTR, un honneur réservé à nos diplômés d'exception. Écoutons notre duo nous présenter leur parcours respectif où les études et la passion du sport ont fait toute la différence. Salut, Michael. Salut. C'est fait drôle, on n'est pas dans une aréna. Non. Et puis, on va pouvoir se parler de nos cheminements respectifs. Toi, écoute, c'est le fun de t'avoir ici parce qu'on s'est toujours croisés sans vraiment apprendre à se connaître. Fait que je suis quand même assez impressionné de ton parcours parce que, tu sais, souvent dans le hockey, les gens sont assez unilatérales. Ils vont faire leur carrière, puis ils pensent au hockey, ils pensent pas au reste. Puis toi, tu es un gars du coin, tu as grandi ici, tu as joué ton hockey mineur puis ton junior autour. Parle-moi un peu de qu'est-ce qui a motivé tes décisions, comment tu t'es faufilé dans tout ça, parce que quand même, encore aujourd'hui, tu es un étudiant actif, tu es quelqu'un d'actif à l'université, un ambassadeur pour notre université. Oui, mais dans le fond, tu sais, toute ma vie, dans tout ce que j'ai entrepris, j'ai tout le temps fait à 100%, que ce soit au niveau des études ou au hockey. Puis je pense que je veux tout le temps performer dans tout ce que je fais. Je veux être le meilleur. C'est un défaut, une qualité en même temps. Je m'en ai rendu compte quand j'ai retourné à l'université que je me mettais beaucoup de pression à performer. Tu apprenais à te donner des tapes dans le dos. Oui, c'est ça. Puis, justement, ma blonde, elle me disait souvent, là, calme-toi, là, t'es correct. Mais tu sais, je voulais performer, puis je voulais comprendre aussi derrière ça, parce que j'ai quand même fait le chemin inverse un peu. J'ai été athlète, j'ai expérimenté l'entraînement, puis là, je voyais l'envers du décor un peu à ce niveau-là. Fait que, j'aimais ça apprendre. Puis, quand j'étais jeune, je me souviens, je revenais à la maison, puis quand j'avais un 80, j'étais pas satisfait de moi. C'était même pas mes parents, ça venait de moi. Ouais. Puis, l'école, toujours trouvé ça important, puis ça avait quand même un impact sur mon hockey aussi en même temps, parce que quand je délaissais de quoi à l'école, on dirait que ça te dérangeait. Ça dérangeait, ça a de l'as aussi. Fait que c'est comme une combinaison de tout ça. Dis-moi, est-ce que chez vous, l'importance du cheminement académique a fait partie du discours de tes parents? Je pense qu'ils voulaient qu'on travaille, mettons qu'on fasse nos devoirs, nos leçons. Des fois, ma mère, elle m'aidait beaucoup. Elle aimait ça. Je pense qu'elle voulait devenir professeure de carrière, mais elle était infirmière. Mais elle aimait ça, faire mes devoirs avec moi, puis m'aider dans tout ça. Mais c'était plus de moi, je prenais à cœur qu'est-ce que je faisais à l'école. J'aimais ça. Les mathématiques, ça m'a toujours calculer des choses. Même encore là, je calcule des stats. Des stats avec mon fichier Excel. Puis, je viens de faire un cours de biostatistique à l'université, puis j'ai adoré ça, de manipuler les chiffres. Fait que, tout le désir d'apprendre, ça a tout le temps été important pour moi, puis j'aime ça, d'apprendre des nouvelles choses. Fait que, ça venait pas de mes parents, je pense que c'était plus moi qui me soumettais à cette pression. Mais dis-moi, quand tu es à l'école, c'est une chose, mais quand tu es au hockey, le groupe pousse pas beaucoup sur l'école. Le groupe, c'est un groupe de hockeyeurs. Comment tu es allé chercher ta motivation à travers un groupe un peu
à l'extérieur de tes priorités, là, dans le sens que est-ce qu'il y avait d'autres joueurs qui étaient comme toi? Est-ce qu'il y en avait? Ben, c'est sûr que, mettons, je suis arrivé en secondaire 5, je venais de faire les cataractes. Puis là, j'allais dans une école publique. Puis je suis arrivé à cette école-là, il y avait eu d'autres joueurs des cataractes avant. Puis on a tout un étiquette des joueurs de hockey. Ils sont pas sérieux. Joueurs de hockey, c'est ça. L'école puis les joueurs de hockey, ça fait pas ensemble. Puis, tu sais, après un mois, tous les enseignants, ils ont comme été vraiment surpris, la directrice aussi. Puis à la fin de l'année, j'avais été personnalité académique de l'école en secondaire 5. Ça s'était jamais vu. Là, ils ont vraiment été surpris par mon attention en classe, mon comportement. J'étais assidu dans mes travaux. Même si je manquais des cours, mais j'allais m'informer auprès des professeurs pour qu'ils me donnent le travail à faire pendant le voyage pour pas que je prenne du retard. Fait que c'est toutes des choses qui ont fait en sorte, OK, tu es un joueur de hockey, mais tu es aussi un étudiant. Puis, présentement, je suis coach dans une école, puis c'est ça que j'essaie de leur dire aux jeunes. Puis c'est un peu notre mentalité de l'école. C'est que, oui, tu es un athlète, mais tu es un étudiant avant tout. Puis je trouve que c'est important qu'ils le comprennent parce que le chemin vers le hockey, il n'est pas en ligne droite, puis c'est pas tout le monde qui va y arriver. Fait que le fait d'être étudiant en premier, mais au moins, ça t'ouvre plusieurs portes. Là. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience de joueur? Qu'est-ce que tu appliques dans ta vie au quotidien que tu as appris dans le hockey? Ben, je pense que c'est de se fixer un objectif avant tout. Tu sais, tout sportif, tu as un objectif en tête. Puis là, après ça, c'est facile d'avoir la passion, d'avoir le travail, les sacrifices, de tout mettre ça en contexte pour pouvoir performer. Puis, dans toutes mes sphères, comme à l'université, mon objectif, c'était d'apprendre. Puis, tu sais, je n'ai fait des heures, puis j'avais une famille, là. Tu sais, puis l'étude, après 8 ans en dehors de l'école, elle revenait à l'école, c'est difficile. Puis là, j'avais une petite fille, elle venait de naître, là, elle avait 1 an, ma première année à l'université. Fait que, tu sais, tous les sacrifices, la discipline que j'ai appris à travers le sport, le sens d'organisation aussi, tu sais. Dans le sport, des fois, tu voyages, là, il faut que tu t'organises, sommeil, alimentation. Fait que, ta journée est vraiment cordée, tu as une routine, puis c'est vraiment ça que je pense qui a fait en sorte que j'ai pu exceller à ce niveau-là. Puis, dans mon travail aussi, ça se reproduit. Je suis vraiment organisé, je sais où que je m'en vais, puis j'ai un objectif, puis je fais tout le travail pour y arriver. Là. Comme là, tu étais à la maîtrise. Oui. C'est quoi ton objectif? Ben là, premièrement, c'est de la finir. Là, j'ai 2. Là, c'est un bon objectif. C'est ça, rentrer dans une série avant de penser à gagner la coupe, c'est un bon objectif. C'est différent que mon bac parce que j'avais qu'un enfant, là, j'en ai 2. Puis mon gars, le sommeil il était un petit peu plus agité que ma fille. Fait que là, pendant mon bac, quand ma fille se couchait, j'allais faire mes études. Mais là, avec mon gars, c'était complètement différent. Puis là, je suis coordonnateur du programme hockey au séminaire en même temps. Fait que la gestion est un petit peu plus difficile. Fait que, pour l'instant, je vais étape par étape. Mais c'est un sujet qui me passionne quand même. C'est les accéléromètres au hockey sur glace, les mouvements des joueurs. C'est dans le domaine du hockey, c'est une passion. Fait que j'ai comme agencé ça ensemble, mais c'est ça mon objectif présentement. Là, je viens de sortir un article aussi sur tous les tests sur glace au hockey. Fait que c'était 1 an de travail quand même. Là. Ça a été des hauts, des bas, beaucoup d'apprentissage aussi. C'est une domaine scientifique, je ne connaissais pas ça non plus. Si tu m'avais dit, c'est ça. Si tu m'avais dit, est-ce que tu vas écrire un article dans ta vie, je t'aurais dit probablement non. C'était pas vers là que je m'enlignais, mais des fois, la vie t'apporte vers de nouvelles choses. Bien, ça te sort de ta zone de confort, ça, c'est sûr, mais parle-moi rapidement, l'article, c'est quoi? C'est sur les tests sur glace, mais qu'est-ce que tu es allé fouiller là-dedans? Oui, ben dans le fond, on a ciblé 4 catégories. L'agilité, la capacité aérobie, la capacité anaérobie, puis la vitesse. Qui ont apparu dans des publications scientifiques. OK. Fait que j'ai tout fait la recension de tous les tests qui existent. Puis j'ai comme... à la fin de l'article, on a comme un tableau, les pros and cons, ce qu'on appelle, les pour et les contre de chaque test. Ouais. Pour en venir, beaucoup de tests, il n'y a pas la rondelle. Au hockey, tu as la rondelle. Fait que comment tu peux évaluer le talent d'un joueur juste par un test? C'est vraiment difficile. Puis il manque encore beaucoup de
littérature pour la transposition à travers les games. Là, il y a de la technologie comme que je vous parlais des accéléromètres, que ça peut être une option de servir en baseline puis aller voir si, oui, l'athlète il est bon dans les tests, mais est-ce qu'il est capable de reproduire cette même intensité-là en contexte de game? D'un fois, la réponse, ça peut être non. Là, fait qu'on ne sait pas. Tu dois remarquer, avec ton cheminement ou ton parcours, tu dois remarquer les changements dans le hockey aujourd'hui. Je suis sûr que les gens qui nous regardent, ils veulent savoir ça. Ils veulent savoir comment le hockey a évolué au cours des 10-15 dernières années, selon toi. Ben, c'est juste au niveau de la vitesse, l'offensive, l'agilité. C'est juste avec le lockout, dans le temps que ça a tellement permis aux joueurs d'exploiter leur vitesse en autant les hors-jeux avec la ligne rouge que les systèmes de jeu sont plus axés vers l'offensive. Les joueurs ils ont plus de liberté à se positionner dans l'espace. Fait que, c'est sûr qu'il y a des ajustements à faire au niveau de ces tests-là, justement. Parlant des tests, penses-tu que là, on voit le hockey, ce qu'ils appellent le jeu extended time in a zone? Ça fait que le jeu, t'étires le temps dans la zone avant d'attaquer. Tu as remarqué ça circule beaucoup. Avec, là, les gardiens, l'acide lactique, l'anaérobie, tout ce qui est taxé en dette d'oxygène est très, très puissant parce que tu passes beaucoup de temps dans ta zone. Ça doit avoir un impact sur toi qui es entraîneur spécialisé en entraînement physique, dans ta façon de regarder les choses. Ben, c'est sûr que c'est toute la capacité anaérobie au hockey, c'est ça, c'est extrêmement essentiel. Puis on parle souvent de vitesse, mais c'est les capacités à répéter des sprints. Il y en a beaucoup, beaucoup. Tu sais, arrêter, stop and start, tu t'en vas à gauche, à droite. La transition est extrêmement rapide. Fait que c'est des éléments à... Oui, le joueur peut être rapide, mais est-ce qu'il est en mesure d'être rapide plusieurs fois pendant son chiffre ou pendant la game? Puis à quelle distance? Les loose pucks, c'est pas une distance de 44 mètres ou c'est des short distances. Fait que c'est au fil du temps... S'il se fatigue plus vite, si on est capable de cibler des parties d'un test, est-ce qu'il se fatigue plus vite dans ces parties-là, des batailles pour les loose pucks, mais là, ça va être un petit peu plus spécifique que juste faire, OK, tu fais ton test, puis on regarde plus ça après. Peut-être un joueur rapide ou non. T'sais. Fait que toi, dans le fond, là, ton cheminement t'a amené actuellement tes deux mains dans le plat de bonbons. Je regarde tes yeux brillent, t'es passionné. Puis c'est probablement ce qui est la plus belle récompense de tout ton cheminement, cette passion-là qui t'anime. Ben c'est sûr. Puis je pense qu'il faut que tu sois passionné quand tu fais quelque chose. Puis tu sais, j'ai joué au hockey, puis là, tu sais, je fais quelque chose que j'aime. Fait qu'en partant, ça devient facile, tu sais, de faire le travail, puis d'aller aller chercher les informations pour devenir meilleur, puis aider le plus de joueurs possible. Danny, on va s'échanger un peu le chapeau. Habituellement, c'est moi qui réponds aux questions. Je vais t'en poser un petit peu. On te connaît en tant qu'animateur au hockey. Puis, le chemin pour te rendre là, ça doit avoir été un long chemin quand même. Premièrement, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton parcours qui t'a amené vraiment... à devenir une notoriété auprès de nos médias sportifs? Là. Ben, tu sais, moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que je suis pas quelqu'un qui pense comme les autres. Je ne sais pas de me donner un titre ou de me donner quelque chose que les autres n'ont pas, mais tu sais, j'ai toujours été comme ça toute ma vie. J'étais un petit peu outside the box. Puis pourquoi, je sais pas, là. Je peux pas te donner une réponse claire là-dessus, mais je sais que je suis comme ça, puis j'assume ça. Quand j'étais joueur, tu sais, je n'étais pas nécessairement celui qui écoutait la radio pour tous les matchs ou Moi, j'écoutais le match samedi. Puis quand j'étais petit, mon père, il voulait pas que... il voulait que j'aille me coucher parce que, bon, je jouais au hockey puis les fins de semaine. Puis je me cachais en dessous de son laser boy. Parce qu'il, lui, il levait les pattes de son laser boy, tu sais, les fameux... Fait que là, il avait les pieds dans les airs, il regardait le match, mais moi, j'étais en dessous. Fait que des fois, quand il venait pour sortir de centre, il voyait que j'étais là. Fait que là, qu'est-ce que tu fais là? Fait que, tu sais, mais à un moment donné, il m'est arrivé une expérience. C'est que j'étais à ce moment-là entraîneur des Patriotes.
Et on avait gagné le championnat canadien. J'avais donné une entrevue. Et j'ai eu un coup de téléphone. J'ai eu un coup de téléphone d'un gars qui s'appelle Claude Brière. Aujourd'hui, Martin Brière, son fils, travaille à RDS. Okay. Il produit les matchs. C'est le fils de Claude qui produisait les matchs à Molestar. Molestar était c'était comme une espèce d'embranchement avec le Canadien de Montréal. C'était Molson qui possédait ça. C'était une compagnie de production. Puis cette compagnie de production-là produisait les matchs de la Ligue nationale en plus de ceux du Canadien. Donc, en série, évidemment, les matchs dans l'Est, les matchs dans l'Ouest. Fait que là, il y avait besoin d'un analyste pour faire les matchs dans l'Ouest. Alors, il m'appelle, puis il me demande, j'ai entendu ton entrevue, t'as ça à l'aise, t'as tenté de faire ça? Fait qu'écoute, c'est wow! C'est quoi là? Il dit, ben là, tu vas être sur l'équipe B, tu vas partir avec Camille Dubé. Puis c'est Robert Sauvé qui va être, qui est l'ancien gardien, qui va être l'analyste durant le match. Puis toi, tu vas être notre gars sur le desk. Donc, entre les périodes, c'est toi qui vas parler. Tu sors les jeux puis tu parles. Hey, j'ai dit, wow! C'est l'époque où ma femme était enceinte de notre premier enfant, Marika, notre fille. Fait que, écoute, moi, je pars de m'en va là. En revenant, j'ai fait le match, ça, c'était Vancouver contre Edmonton en série. Non, le premier match que j'ai fait, c'est Los Angeles contre Edmonton. Et puis, écoute, je suis revenu chez nous, j'ai dit à ma femme, quand je vais arrêter de faire du hockey, c'est ça que je vais faire. Fait que après, évidemment, il y a eu toutes sortes de petits contrats, puis de fil en aiguille, on a, à un moment donné, la vie de sportif, d'entraîneur, a épuisé notre famille. Fait qu'on a dû, 7 déménagements plus tard, puis 12 ans plus tard, décider de mettre fin à... C'est moi qui ai pris la décision, mais je veux dire, on avait discuté. Fait que quand j'ai décidé d'arrêter de faire du coaching, j'avais quelques options. J'ai validé ça. Puis j'ai été engagé par TVA à l'époque pour faire des chroniques à Salut Bonjour pour la LCN au début. Fait que c'était comme un peu... Puis, tu sais, pendant ton parcours, tu parlais de coacher beaucoup. Est-ce que le fait d'avoir coaché, de penser out of the box un peu, vu que tu n'écoutais pas les games, tu veux avoir un style de coach particulier quand même, ton propre style. Oui. Comment ça t'a aidé à devenir un animateur? Tu passes comme de l'autre côté, c'est toi qui poses les questions, tu étais habitué de recevoir. Fait comment ça t'a influencé dans la manière que t'es? Oui, bien, j'ai été chanceux parce que j'ai eu des gens extraordinaires qui m'ont côtoyé, des mentors. Guy Mongrain, quand tu as Guy Mongrain qui t'explique comment ça marche, et ouvre tes oreilles et écoute comme il faut. T'sais. Fait que Guy, à un moment donné, m'a dit tu parles pas à des joueurs. Est-ce que tu écoutes Salut Bonjour? Toi, tu l'écoutais, Salut Bonjour? Je dis, ben oui, je l'écoutais. Bien, il dit, qu'est-ce que tu faisais quand je mange mes toasts, les enfants, tu sais, si tu n'écoutes pas la TV comme ça, là, Salut Bonjour, là, le monde, ça... Fait que, il dit, ben, tu as 10 secondes pour capter leur attention, parce que sinon, ils vont continuer leur route. Fait que toi, là, tes premiers 10 secondes, bang, il faut que tu aies quelque chose à leur dire qui va accrocher. Puis là, il me disait tout le temps, tu sais, prends l'approche McDonald's. Et là, je disais, c'est quoi l'approche McDonald's? Fait qu'il me disait, ben l'approche McDonald's, c'est bien simple. Il dit, si tu veux accrocher les parents, parle des enfants. Il dit, le hockey de la Ligue nationale, c'est plus confidentiel, c'est plus pour les experts, les maniaques, mais prends ce que tu vois dans le hockey, puis amène-les dans le hockey mineur, dans la vie, à l'école, etc. Fait que là, ça a comme fait un switch, tu sais, il y a eu un virage complet. Puis là, j'ai commencé à développer un discours qui détonnait, tu sais, parce que c'était pas... Personne ne faisait ça, là, dire « Bon, votre enfant, je sais pas, moi, il a un problème de motivation. » Bon, là, je sortais des affaires, tu sais, je fouillais dans la littérature, la psychologie des enfants, puis là, j'amenais ça dans le hockey, puis là, je prenais des exemples avec des joueurs. Puis après, je parlais à des joueurs de la Ligue nationale, puis je leur posais des questions par rapport à des choses. Puis là, c'est ça. Fait que j'ai bâti comme ça un peu un créneau qui était complètement différent. Puis après, ben, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir une opportunité de faire de la radio. Puis ça, ben, la radio, tu parles à des non-voyants. Ça fait que quand tu parles à des non-voyants, il faut que tu prennes le temps de la mise en place est extrêmement importante. Fait que toi, si tu écoutes, puis
tu vois pas ce qui se passe. Ouais. Moi, il faut que je sois sensible à ça. Il faut que je place les choses. La rondelle est à gauche, elle est à droite, elle est en avant du banc de punition, entre la ligne rouge et la ligne bleue. Elle est à la ligne bleue, elle n'est pas à la ligne rouge. Sur les oreillettes, et il penche l'épaule, il coupe à l'intérieur, il sort le genou, il ramène la rondelle vers l'intérieur, ses mains sont croisées. C'est des détails, mais toi, là, tu vois des choses. Alors, t'as-tu pris des cours pour ça? Zéro tu cours. t'es réécouté après puis C'est dire ça. j'aurais dû faire ça mieux, t'as critiqué après, ça, t'évalué? Michael, c'est une excellente question, puis je vais avoir une réponse en 2 volets. La première, c'est que quand je faisais de la télé, puis Guy m'a dit tu parles pas des joueurs. Il dit tu vas aller regarder ta chronique, mais écoute-la pas. Regarde-toi à face. OK. Fait que là, je m'en vais voir, je regarde la face. Puis là, les yeux, ça. Puis moi, j'ai un visage, je peux avoir les yeux sévères. T'sais. Puis des fois, je vais pointer du doigt. Fait que là, il dit, quand tu pointes du doigt, puis tes yeux sévères, tu fronces les sourcils, il dit, les gens, là, le matin, ils relaxent. Les autres, ils veulent avoir du fun. Ils sont détendus. Ton contenu, il faut qu'il soit léger. Il faut que tu sois capable de le passer. Les gens qui tu passes, pas des joueurs. Mm-hmm. Fait que là, pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, il me disait, écoute-la pas, fais juste la regarder. Fait que là, ça a commencé à changer. Là, les affaires ont commencé à se placer. Puis les mains plus ouvertes, la position de ton corps, le balayage, savoir quelle caméra regarder. Écoute, c'est beaucoup d'apprentissage. Ouais. C'est ça. Fait que là, ça s'en venait bien. Fait qu'à un moment donné, il me dit, là, c'est là que je reviens à ce que je t'ai dit tantôt. Tu sais, le 10 secondes, là, t'as 10 secondes pour capter l'attention des gens. Tu sais, pip, pip, un petit coup de criard, hey, me voilà. Tu sais, ce qu'ils disent les autres, là, ils font d'autres choses. Ouais. Fait que là, il me dit, maintenant, tu vas te tourner parce que nous, on a des studios avec des monteurs. Les gens, dans ce temps-là, faisaient le montage, puis là, bon, je disais, garde-moi ça. Bon. Donc là, il disait, là, tu vas l'écouter, puis tu la regardes pas. Puis il dit, si tu répètes les mêmes mots trop souvent, tu as des béquilles. S'il y a des vides qui sont trop longs, c'est pas bon. Si tu fais un vide, c'est parce que tu vas avoir l'attention des gens. Tu fais une pause, il y a un vide son. Là, les gens, ils attendent. Qu'est-ce que tu vas dire? Ils vont dire, voyons, ils parlent pas. Là, ils vont se tourner vers toi. Tu as besoin d'avoir quelque chose de pertinent à dire. Fait que toutes ces petites choses-là ont fait que c'est comme bâti mon coffre à outils. Alors, je l'ai rempli. Puis après ça, j'ai été en mesure d'utiliser ces éléments-là. Fait que ça m'a aidé à la radio énormément parce que la radio, ça prend du vocabulaire puis ça prend du contenu. Tu n'as pas d'image pour te supporter. Ah ouais. À la télé, tu as les images. Fait que, tu places les images, tu expliques un peu ce qui se passe. Tu donnes de la valeur aux choses. Mais la radio, c'est une autre affaire. C'est 2 médiums qui sont complètement différents. Puis les gens qui pensent que parce que tu es capable de faire de la télé, tu vas être capable de faire de la radio ou l'inverse, moi, je crois pas à ça. C'est complètement différent. Ouais. Puis y a-tu un moment que tu t'es dit, qu'est-ce que je fais ici? C'est gros. Tu arrives d'un entraîneur à un animateur, c'est complètement différent. Il y a du monde qui ont étudié là-dedans, qui savent, OK, à telle place. Fait que, y a-tu un moment où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Oui, ça a été long. Moi, le syndrome de l'imposteur, là, ça a meublé probablement la première année de ma vie. Là. Puis là, je te fais une confidence, il n'y a pas grand monde qui sait ça. Là. Moi, là, j'avais une barre dans l'estomac. J'étais pas capable de dormir. Puis mon travail, il fallait que je parte à 5 h du matin de Trois-Rivières pour m'en aller faire, parce qu'au début, j'avais pas de place. Tu sais, je me déplaçais, puis je dormais pas. J'étais pas capable de dormir. Fait que j'étais comme toujours en dette de sommeil. Ah ouais. Je m'installais à genoux, par terre. On avait une chaise berceuse dans notre chambre. Puis je mettais 2 coussins, puis là, je m'appuyais à la tête sur ces coussins. Puis là, j'essayais de me calmer, de m'endormir. Tu peux pas savoir comment ça a été une période. C'était plus stressant que coacher au début. Parce que j'étais pas en contrôle, puis j'avais l'impression que le monde autour de moi, tu sais, tout le monde voulait m'aider. Puis là, j'avais un surplus d'informations. J'étais pas capable de digérer l'information puis de la retransposer. Fait qu'au lieu d'accélérer mon processus, ça l'a ralenti. Fait que pour être en éducation, tu sais très bien qu'il faut prévoir des phases d'intégration, sinon tu recules au lieu d'avancer. Juste avec tes volets que tu expliquais tantôt, j'ai vu une chose à la fois. Regarde-toi, puis après ça, regarde les paroles. C'est ça. Puis je pense que le fait d'être gardien, ça m'a aidé. Là. Tu veux pas... moi, j'étais toujours le dernier du phare, le dernier bastion. Fait que tu joues, puis tu vois les choses arriver. Puis
Puis si tu es vraiment éveillé, quand tu vois les jeux se développer, tu sais, avant même que la rondelle arrive là, tu sais à où est-ce qu'elle s'en va. Mm-hmm. Les gardiens, c'est comme un peu une seconde nature. Fait que, tu sais, j'ai comme un peu pris cet élément-là, puis je l'ai intégré dans mon coaching. Le fait que j'ai étudié en éducation, toute la notion de pédagogique, c'est bien important. Mon fils est dans le scouting, j'ai dit, tu sais, si tu veux continuer d'évoluer, peut-être que travailler dans les écoles de hockey, ça va t'aider parce que tu apprends à enseigner. Mm-hmm. Puis plus tu maîtrises les choses, plus elles sont simples. Donc, ce qui est bien compris est simple, donc il est plus facile à enseigner. Fait que ça, moi, ça m'a aidé dans ma livraison. Puis encore une fois, puis je termine là-dessus, tu sais, j'ai toujours essayé de ne pas faire les choses comme les autres, de les faire pour faire plaisir à Danny, en se disant, je vais être bien avec moi-même. Puis si les gens aiment ça, good. S'ils n'aiment pas ça, ben je vais écouter, je vais essayer de... Mais je ne veux pas copier personne. Mm-hmm. Ça fait que... puis je pense que ça m'a bien servi, là, en tout cas. Jusqu'à maintenant, ça fait un petit bout quand même. Là. Ouais, je pense que oui, puis on le voit, puis là, le monde, il adore t'écouter. Je te poserai une dernière question, le chemin vers qu'est-ce que tu es rendu, c'est sûr qu'il y a eu des étapes un petit peu plus difficiles dans ta carrière que tu te dis, j'ai le goût de tout lâcher ou un petit down. Est-ce qu'il y en a eu dans ton cas ou ça a tout le temps été une ligne? Non, il y en a eu. Dans les 2 premières années, remise en question, de dire je retourne dans le coaching. Puis en cours de route, peut-être à un moment donné, quand les enfants ont commencé à être un peu plus vieux, j'ai réfléchi à où j'étais dans la vie. Puis, moi, je pense qu'à la fin, on est nos décisions. À la fin de notre vie, quand on regarde notre parcours, ce qu'on a fait, on est nos décisions. Puis moi, ce que je suis aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'allais devenir un analyste en hockey, mais je savais que j'allais être un père, que j'allais être à la maison, que j'allais avoir des enfants puis une femme, que j'allais m'occuper d'eux autres, puis j'allais essayer de leur donner le meilleur de ce que j'avais. Puis ça, je pense à tous les jours essayer de faire ça. Pas toujours parfait, là, mais j'essaye. Wow! On ressent bien la passion chez notre duo. Prenons une courte pause pour une capsule de notre partenaire TD Assurance qui nous informe sur tous les avantages offerts à la communauté de l'UQTR. Et au retour, on discute des messages importants à livrer à nos jeunes sportifs. Saviez-vous qu'en tant que diplômé, étudiant ou employé de l'UQTR, vous avez accès à des tarifs d'assurance préférentiels pour votre assurance habitation pour propriétaires, copropriétaires ou locataires, ainsi que pour votre assurance auto? Ces tarifs préférentiels sont offerts par l'entremise du programme TD Assurance Meloche Monex. Chef de file de l'assurance à réponse directe au Canada, TD Assurance offre des produits d'assurance de qualité depuis plus de 65 ans. En tout temps, vous avez accès à des conseillers avisés qui vous aideront à trouver des options qui vous conviennent. Il existe plusieurs moyens d'économiser sur vos assurances auto et habitation. Par exemple, en regroupant vos assurances auto et habitation, en assurant plus d'un véhicule, y compris une motocyclette, un VTT ou une motoneige, en étant propriétaire d'un véhicule hybride ou électrique, reconnu par le Bureau d'assurance du Canada, en ayant une alarme d'incendie ou une alarme anti-vol connectée et plus encore. Pour les diplômés, obtenez une soumission dès aujourd'hui en visitant le www.tdassurance.com/UQTR ou en composant le 1-866-293-9730. De retour au balado Au-delà du diplôme avec Danny Dubé, conférencier, chroniqueur sportif et animateur à la radio, ainsi que Michaël Bournival, ex-hockeyeur et kinésiologue. Tous deux mordus de sport. Hey, Michaël, je te demandais ça. Tantôt, tu parlais de ta petite fille. Oui. Ben, tu as un garçon aussi? Oui, un petit garçon. Ils ont quel âge? Ma petite fille a 4 ans, puis mon garçon, il a 1 an. OK. Fait que là, t'es pas tout à fait encore dans le sport, mais ça s'en vient. Oui. Fait que toi, tu es un sportif de haut niveau. Est-ce que ta femme a fait du sport? Non, ma femme, ma blonde, est complètement différente à ce niveau-là. C'est une artiste? C'est quoi? C'est autre chose? Non, elle aime ça faire des activités, mais elle n'aime pas la compétition. Elle n'aime pas cet esprit-là dans le sport. Là. Fait que ça la stresse de jouer avec quelqu'un d'autre. Puis, fait qu'elle est... C'est peut-être les sports un petit peu plus individuels, ça serait plus...
son genre, mais tu sais... Plus dans l'expérience, le plein air, le récréatif, des trucs comme ça. Tant que tu bouges, là, c'est bien. Mais mettons là, que tes enfants, moi, les miens, c'est plus des bébés, là, sont grands. Là. Ma fille a 32, je suis grand-papa, le premier bébé. Là, on a un petit gars de 3 ans. J'ai déjà acheté ses patins. Je pense que j'ai un problème. J'ai déjà acheté des patins il y a 3 ans. J'ai peut-être un problème, mais c'est pas grave. Je m'assume. Mais sincèrement, mon gars 29, fait que... Mais tu sais, je sais pas, toi, comment tu vois ça. Je me suis toujours demandé... je me suis longtemps demandé avec ma femme, qu'est-ce qui est bon pour nos enfants dans le sport? C'est quoi une bonne expérience sportive? Pourquoi on le fait faire du sport? Est-ce que tu as ces discussions-là avec ta femme ou avec ta blonde? Ben, tu sais, ma fille, elle retient nous deux. Là, on est 2 personnes gênantes en partant, puis elle est vraiment intelligente, mais son côté social, il est pas là. Puis, c'est quand il y a plusieurs mondes autour, c'est surchargé. C'est ça, elle se renferme, puis elle n'est pas capable d'exploiter son plein potentiel. Puis s'il y a une chose à travers le sport que j'ai appris, c'est d'être l'esprit de gang, être avec d'autres personnes, échanger à chaque match, à chaque pratique, être avec du monde. Puis là, on a essayé de l'inscrire en soccer cet été, puis ça n'a pas fonctionné. Il y a encore cette timidité-là. Mais je pense que c'est vraiment ce niveau-là, d'être en gang. Puis s'il y a de quoi qui me manque du sport, c'est ça. Puis je comprends. Puis quand je repense à ma jeunesse, c'est toutes aller au restaurant après les matchs avec l'équipe, faire des mix dans des verres, puis toutes les niaiseries qu'on a faites en équipe. C'est des beaux souvenirs, des tournois, être à l'hôtel avec le monde. C'est ça que je me rappelle le plus de mon enfance quand j'ai joué au hockey. C'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais, je te parlais tout à l'heure parce qu'on a fait des pauses, puis je te parlais d'un livre que j'ai écrit avec Isabelle Audet qui s'appelle « C'est l'enfant qui compte ». Puis on s'est penché sur 3 aspects par rapport à l'enfant puis le sport, tu sais. Comment c'est important de protéger le plaisir, que l'enfant, il ne perde jamais de vue qu'il s'en va là pour avoir du plaisir. C'est pas une job, là, c'est pas les parents, des fois, vont tellement vouloir pour les enfants qu'ils deviennent plus leur coach que leurs parents. Puis le jeune, il se trouve à plus avoir de parents. Il y a 2 coachs, il en veut juste un, il y en a 2, puis il n'y a plus de... Fait que, tu sais, puis aussi d'apprendre des choses à travers tout ça, son expérience sportive, puis socialiser. Tu sais, dans la vie, là, on va tous avoir, à un moment donné, une job, on va travailler en équipe, on va avoir à composer avec des gens. Si c'est une job individuelle avec le public ou avec d'autres mondes, c'est toujours pareil. Fait que c'est certainement ces choses-là, je trouve que dans la perspective d'un parent qui prend pas assez de place. Tu sais, je sais bien, tu parlais de ta petite qui a plus de difficultés à socialiser, mais peut-être des fois, la socialisation ne passe pas nécessairement par le jeu comme tel, passe plus par être responsable du ballon, d'amener les sacs des ballons pour le match ou pour les entraînements, placer les cônes, avoir des trucs, amener la musique pour la musique après, ou des fois, c'est des petites choses comme ça. Hein. Oui, puis toutes les choses que tu viens de dire, j'ai remarqué, juste à mon retour de l'université, à l'université, le sport, ça m'a tellement apporté, puis je suis arrivé quelqu'un de gêné. La première fois qu'on m'a interviewé, j'étais déstabilisé. C'était oui, non, puis je disais rien d'autre. Là. Puis, ça a fait en sorte de développer ça. Par après, quand on avait des travaux d'équipe, c'était moi qui leadais. OK, c'est ça notre travail. Les tâches, tu vas faire ça. Puis, c'est la cohésion d'équipe que ça t'apporte, mais c'est sûr que ça va t'aider plus tard. Puis c'est même si l'enfant atteint pas l'objectif du parent, que c'est pas supposé être ça, c'est supposé être l'objectif, c'est qu'il s'amuse premièrement, puis que l'enfant se fixe ses propres objectifs. Peut-être c'est juste pour s'amuser qu'il joue, peut-être qu'il y a un rêve, mais tu sais, au final, tu vas avoir développé un humain qui va être capable de fonctionner correctement dans la société après. Là. Ben oui, puis je reprends balle au bon parce que tantôt, je faisais le lien avec le livre, mais on se rendait compte à la fin, avec les gens à qui on avait parlé, que
il se souvenait plus de les jeunes, c'est avoir la slush après la game avec ses chums assis sur le banc, puis il avait du fun. Ou le party, ou le tournoi, quand ils sont allés à l'hôtel, puis ils ont joué au mini-hockey dans les corridors, puis ils disaient d'aller se coucher, puis ils retournaient jouer en cachette, puis des affaires comme ça. Parce que dans le fond, à la fin, c'est ça, tu te souviens, tu gagnais le tournoi. C'est sûr, si tu gagnes, c'est mieux, là. Mais il y a eu juste une équipe qui gagne. Fait que c'est comme si tu joues au hockey pour compter des buts, ça se peut que tu trouves ça plate à m'amener. Il faut qu'il y ait d'autres choses. Oui, puis moi, je le dis aux parents présentement, les plus beaux moments au hockey, ça va être là. Ça va être pas s'ils continuent dans le hockey, parce qu'après ça, c'est complètement différent. C'est plus business. C'est plus business, puis tu sais, tout l'aspect de gang. Tu es dans ton équipe, il n'y a aucune compétition. Tu es avec ton coéquipier, tandis que là, quand tu tombes dans l'aspect business, là, c'est plus ça. Fait que tu sais, il y a cet aspect-là aussi que l'enfant, il faut qu'il vive ça. Il ne faut pas qu'il sente de la compétition avec les autres, parce que là, des fois, les parents, ils en mettent trop. Puis là, à la place de compétitionner contre l'autre équipe, ils vont compétitionner contre la personne à côté dans son équipe. Ils vont se comparer. Puis ça, je pense que dans le sport, à ce niveau-là, des fois, c'est comme un peu plate. Là, il y a un piège. Oui, c'est ça. Ouais. Mais toi, les tiens, tes enfants, je termine là-dessus, ils seront pas il n'y a pas de piège parce que tu as un bon jugement. Je suis sûr que tu vas protéger leur enfance puis leur plaisir de jouer. Ben, c'est sûr. Le plaisir, c'est la base de tout. Puis, comme on vient de le dire, tu te rappelles de ces moments-là. Tu te rappelles pas que tu as fait 3 buts dans cette game-là. Tu te rappelles, OK, j'ai joué au mini-hockey à l'hôtel avec mes amis. Puis, c'est ça que je me rappelle de mon enfance. Fait que toi, Michael, comment ça s'est passé, le retour à l'université? Tu es un gars de la place, mais quand même, tu avais fait un long parcours comme joueur professionnel. Puis, toi, t'as arrêté à cause de commotion. Oui. Premièrement, côté santé, ça va? Oui, ça va. Ouais, ça va bien. Puis, ça a pris 4 ans avant de prendre ma décision là, d'arrêter. Mes 4 dernières années, c'était plus viable là, au hockey. Puis, dans mes dernières années, je contactais Jean-François Brunel qui m'entraînait ici à l'UQTR. Puis, je m'informais comment ça marche les admissions. Puis, là, ma dernière année, quand ma fille est née, premièrement, fait que là, j'avais une autre priorité. Je voulais plus jouer avec ma santé vraiment. Fait que là, j'ai tout de suite envoyé un message, m'a fait le lien pour les admissions en kinésiologie, qui a tout été une passion quand même pour moi. Puis là, après ça, tout de suite, quand j'ai fini, j'étais allé là-dedans. Je pense que ça m'a aidé aussi de me trouver un repère après ma carrière, d'être tout identifié en joueur de hockey, d'avoir d'autres choses tout de suite. Ça m'occupait mon esprit. Je pensais pas, OK, j'aurais donc. Puis quand même, l'école, les objectifs, toi, d'habitude dans le sport, tu aimes ça, tu m'en vas où? Tu vas avoir, OK, là, je peux me faire un plan. J'ai un objectif, je peux me faire un chemin pour me rendre là. C'est pareil à l'école. Là. Ah ouais, c'est ça. Puis qu'est-ce que j'avais fait, c'est que j'avais joué à Montréal. Là, tout le monde me connaissait. Là, j'avais peur d'arriver à l'université, de me faire déranger tout le temps. Mais j'étais tellement low profile que personne ne savait j'étais où. Puis je me rappelle mon premier cours, j'étais arrivé, puis j'avais demandé à ma blonde, tu sais, elle est allée à l'université, elle est enseignante, puis j'avais dit, c'est quoi tes techniques, là? Ça fait 8 ans, là. Puis, tu sais, moi, j'étais quelqu'un qui aimait ça beaucoup lire. Mais tu sais, avec les commotions, tu lis plus, là, tu sais. J'étais plus capable d'aller. Fait que là, ça me stressait. Puis, après 8 ans, l'université, moi, je voyais ça, tu sais, vraiment haut. Fait que là, c'est comment que je fais, tu sais, le prof va parler, j'écris tout. Fait que là, j'arrive là avec plein de feuilles de cartable, puis... Là, le prof commence à parler, tout le monde est sur leurs ordi. Moi, j'ai ma pile de feuilles avec mon crayon, là, je note. Fait que là, le monde, il me regarde tout, tu sais. Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, c'est ça. Finalement, c'était ma méthode de travail, puis j'ai gardé. Tu sais, je faisais imprimer les PowerPoint avant, puis j'écrivais à côté, ça allait plus vite. Puis ça m'a vraiment aidé, le fait d'écrire, tu sais, j'enregistrais. Tu sais, le monde, ils m'ont vraiment regardé au début. Tout le monde avec le MacBook, puis j'étais tout seul avec mon petit coffre à crayon, puis là, j'écrivais. Fait que c'était quand même différent. C'est sûr. Moi, j'ai un déficit d'attention, puis je ne savais pas que j'en avais un, mais c'est quand mes enfants ont eu des tests que là, le spécialiste a dit... Ça vient de toi, ça vient du père, tu sais, c'est vraiment ça. Fait que quand j'étais au bac, à un moment donné,
sais, le cours d'anatomie, c'est quand même un cours assez chargé. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Ça fait que là, moi, je faisais un peu pas de l'anxiété, mais j'étais nerveux avec ce cours-là. Puis, tu sais, là, je me disais tout le temps, je passe pas assez de temps à travailler sur ce cours-là. Parce que, veux pas, j'avais une session pleine, je faisais 5 cours. Je jouais au hockey pour les Pats. On voyageait. Tu sais, c'était comme, t'es occupé, tout ça. Fait qu'à un moment donné, les 2 dernières semaines avant l'examen, j'avais découpé les papiers. J'avais le papier, tu sais, mettons, je sais pas moi, ischio-jambier. Bon, ben là, en arrière, ça disait c'est quoi son insertion, qu'est-ce que ça faisait comme action. Puis j'avais ça dans mon sac à dos. Fait que là, j'avais une poche là. Quand je le réussissais, je le mettais dans l'autre poche. Que là, j'avais mon sac à dos. Les gars disaient, c'est quoi que t'as là-dedans? Il est toujours en train de zigonner après ça. Ben, j'ai dit, c'est mon examen que je travaille. J'ai hâte un papier. Je disais, OK, je ne l'ai pas eu. Je le remets là. Je n'ai pas un autre. ça me fait penser, justement, en anatomie. Ouais. Un moment donné, j'étais resté jusqu'à minuit avec d'autres étudiants. Puis on avait des hauts papiers puis un régime d'insertion. Hein, oui, c'est ça. C'était tellement pointu comme question qu'il fallait que tu saches. Tu sais pas, c'est ça. Puis pas le choix de réponse. Faut que c'est ça. Faut que tu expliques pourquoi. Pourquoi, puis le mouvement, puis s'il y a des torsions, des supinations, pronations, là, c'est tout dans ma tête. Fait que, encore aujourd'hui, ça va m'arriver d'expliquer quelque chose, puis j'ai un flash, tu sais, mais ça, c'est telle séquence de mouvement, ça, c'est la chaîne de mouvement, ça commence là, ça finit là, tu sais. Puis, tu sais, quand tu fais de biomécanique, là, les chaînes de mouvement, c'est vraiment important de comprendre comme il faut, parce que souvent, les gens pensent que c'est un muscle, mais c'est jamais c'est une série, tu sais, c'est vraiment... Ouais, puis dans quel axe qui est dans... Tu sais, moi, un cours cinésiologie, c'était un nouveau cours, puis c'était des mouvements, justement, puis j'étudiais chez nous dans mon gym. Fait que je faisais tous mes mouvements. Je les faisais. Fait que c'était une autre méthode. Puis c'était un cours en début de bac qui a fait en sorte que j'ai tout compris par après, parce que c'est la base. Le mouvement, c'est les muscles sont attachés aux os. Puis là, quand tu comprends ça, fait que là, le fait de le faire, là, j'étais à l'examen, puis c'était tellement facile après. Ben, c'est intelligent. Tu t'es comme fabriquer un lab. Tu as fait un cours parce que, tu sais, le lab, c'est ça. Au bac, quand tu te dis, OK, tu vas faire un lab, ben le lab, c'est sur le plancher, l'expérience, c'est l'application, c'est la méthodologie, c'est le pratico-pratique. Tu sais, c'est de passer de la théorie à la pratique. Toi, tu l'as fait tout seul. Oui, c'est ça. J'ai fait inconsciemment, là, puis... non, c'est... Ben, tu sais, quand... Tu sais, je voulais tout le temps... Tu sais, moi, j'étais à l'université pour comprendre, pour savoir pourquoi j'ai fait ça dans mon passé en tant qu'athlète. Fait que là, tu sais, je comprends, OK, à tel niveau, à tel moment dans l'été, c'est pour ça que je faisais ça. Je comprends ces choses-là. Ouais, ben écoute, on va terminer là-dessus, mais je vais te dire, moi, je comprends maintenant pourquoi tu es un étudiant émérite. Là, je comprends. Ouais. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer et de passer du temps avec toi. Merci, Danny. Merci à notre duo d'invités Danny Dubé et Michaël Bournival pour cet épisode du balado Au-delà du diplôme. Merci également à la Galerie d'art R3 de l'UQTR de nous avoir accueillis pour le tournage. Pour en savoir plus sur les expositions à venir, consultez leur site web au www.uqtr.ca/galerie.r3. Pour proposer des sujets ou des invités pour nos prochains épisodes, écrivez-nous à l'adresse diplôme@uqtr.ca. Et pour toute information sur l'Université du Québec à Trois-Rivières, consultez notre site web au www.uqtr.ca. À très bientôt pour un prochain épisode d'Au-delà du diplôme.